Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. En direct du Sénat. Bonjour à tous et bienvenue sur lesfrançais.press. Même si les congés approchent, l'avenir de l'enseignement français à l'étranger est plus que jamais au cœur des préoccupations. Le Sénat, via sa commission culture et éducation, vient de publier un rapport sur ce sujet qui appelle notamment à suspendre l'objectif CAP 2030 de doublement des effectifs et formule 32 recommandations pour assurer la pérennité du réseau. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un des co-rapporteurs de cette mission, Yann Chantrel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Pour commencer, monsieur le sénateur, pouvez-vous nous rappeler le cadre de cette mission d'information au Sénat? Pourquoi a-t-elle été lancée et quels étaient ses objectifs? Alors oui, cette mission a été lancée parce que le réseau vit une crise notamment budgétaire depuis un moment, qui ont été accélérées par les décisions qui ont été prises par le CA de la EFE de manière unilatérale, sans concertation, au mois de décembre 2025. Donc c'est une demande assez récurrente qu'on portait notamment avec mon groupe. Et donc, on a eu l'obtention de cette mission qui s'est déroulée sur les 3 derniers mois pour faire un panorama, une expertise aussi de la situation générale de l'enseignement français à l'étranger, pour permettre justement de faire un état des lieux, de poser un diagnostic et de permettre des recommandations, et de manière transpartisane. C'est très important, puisque le mode de fonctionnement des missions au Sénat sont transpartisanes. Nous sommes 4 rapporteurs des différents groupes au Sénat, et je pense que c'est important justement d'avoir ce type de travail pour permettre de réelles avancées qui sont au-delà des clivages politiques. Alors justement, après ces mois de travaux, quel est selon vous le constat principal de ce rapport sur l'état de l'enseignement français à l'étranger, alors que les résultats au baccalauréat sont excellents? Oui, on a des très bons résultats effectivement au baccalauréat. Alors il y a plusieurs problématiques. Déjà, la problématique, c'est son accessibilité pour les familles, notamment nos ressortissants, les familles françaises, puisqu'il y a une hausse des frais de scolarité qui sont très importantes ces dernières années et qui s'accélèrent suite aux décisions justement prises par la UFE au mois de décembre. Donc il y a vraiment un enjeu d'accessibilité, puisque ce qui fait sa spécificité de notre réseau, c'est notamment sa spécificité, son moindre coût par rapport aux offres concurrentes. Et il y a un autre enjeu, c'est la qualité, évidemment, de l'enseignement à travers les enseignants, notamment, qui sont détachés du ministère de l'Éducation nationale et qui enseignent. On a un peu plus de 5000 partout dans le monde, dans nos établissements. Et ce statut peut être, quelque part, mis en danger également. Et donc, il y avait besoin d'avoir une véritable réflexion pour renforcer les principaux atouts qui est l'accessibilité et la qualité pédagogique de l'enseignement français à l'étranger. Alors vous recommandez notamment de suspendre l'objectif CAP 2030, je le disais en introduction de cette interview. Est-ce que c'est un aveu d'échec de ce programme lancé par le président Macron et qui visait à doubler les effectifs au sein du réseau de la EFE, ou est-ce que c'est un appel à plus de réalisme ? Alors en fait, l'objectif en lui-même, en soi, était plutôt un bon objectif. Personne n'était contre le fait qu'il y ait plus d'élèves dans le réseau. La problématique, c'est d'assigner un objectif sans en donner les besoins, enfin les moyens qui s'y corrèlent. C'est-à-dire vous doublez vous doublez le nombre d'élèves, mais vous doublez pas le budget qui est alloué à l'EAFE. Automatiquement, vous changez de modèle. En l'assumant ou sans l'assumer. Donc, ce qui a mis en quelque sorte en grande difficulté le réseau, c'est-à-dire que ce doublement s'est fait à marche forcée, s'est fait principalement à travers des partenaires, quasi exclusivement des partenaires qui se sont créés. Donc, et ça s'est fait au détriment du reste du réseau. Donc, en fait, on n'est pas contre l'accroissement du nombre d'élèves, mais il faut que ça soit réellement pensé avec une véritable vision stratégique, même géographique, et des moyens qui y sont corrélés. Donc là, notre recommandation, effectivement, une de notre recommandations, c'est de suspendre cet objectif pour renforcer notre réseau déjà existant et pour regarder et réellement planifier avec un objectif raisonnable, on va dire, l'agrandissement de ce réseau pour ne pas uniquement aller vers une privatisation quasi exclusivement du réseau.
Mhm. Parmi vos 32 propositions, quelles sont selon vous les mesures les plus urgentes et celles qui peuvent changer concrètement la donne pour les familles? Peut-être les mesures à adopter dès cet été? Alors, ce qui devrait être adopté immédiatement, et on le portera lors de la discussion budgétaire, la force de notre mission, justement, c'est que les préconisations, elles sont transpartisanes. J'ajoute aussi que la commission, qui représente tous les groupes du Sénat, l'a voté à l'unanimité, ce rapport et ses préconisations. Donc, dès le budget prochain, il y aura des amendements transpartisans, ne serait-ce que pour une problématique budgétaire qui est urgente, c'est la non-compensation, ce qu'on appelle des pensions civiles, pensions de retraite, des fameux enseignants détachés dont je parlais, et qui grèvent le budget, en fait, de l'agence de manière très forte, qui lui a fait prendre en quelque sorte les mesures du mois de décembre dernier et qui finalement pèsent sur les frais de scolarité des familles. Et ça, moi, bon, à titre, notre groupe souhaitait qu'il y ait une compensation à 100%, mais je note quand même qu'à travers les discussions, les négociations que j'ai eues, notamment avec la majorité sénatoriale, on a réussi à trouver un chemin qui est déjà de prendre en charge la moitié de ce qui n'est pas compensé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 60 millions. L'État compense à hauteur d'environ 120 millions ces fameux pensions civiles, mais depuis 2009, ne l'a jamais réaugmenté en fonction de la réévaluation de ces pensions civiles. Donc, il y a environ 60 millions qui n'est pas pris en charge par l'État, qui est donc sur le budget de l'agence. Nous, on propose déjà dans un premier temps, dès le prochain budget, qu'il y ait la moitié de ces 60 millions qui soient pris en charge. Donc, il y ait 150 millions sur les 180 qui soient pris en charge. Et ça, c'est une mesure qui est quand même une avancée parce qu'il y avait un gros blocage principalement politique sur ce sujet-là. Et là, je note quand même une avancée. On constate que c'est un vrai problème pour l'agence, qu'il y a des spécificités et que ça pourrait déjà remettre en question déjà les mesures qui ont été prises en grande partie sur cet élément-là exclusivement. Donc, c'est déjà soulager l'agence en lui donnant finalement une rallonge budgétaire d'environ 30 millions d'euros lors du prochain budget. Ouais, donc déjà un consensus transpartisan au Sénat avant même une éventuelle commission mixte paritaire. C'est de bon augure pour cette mesure. Vous évoquez également un bouclier tarifaire et une meilleure prise en charge des coûts par l'État. Est-ce que cela signifie que les frais de scolarité pourraient enfin cesser d'augmenter ? Alors, c'est le but. On propose, à partir du moment où vous êtes homologué, il y a certaines responsabilités, des choses à respecter. Donc, on propose un bouclier tarifaire pour que les familles puissent avoir une visibilité. Parce que la grosse problématique actuelle, c'est que les familles, en fait, sont dans un état d'instabilité financier qui fait que, sur la durée, ils ne savent pas, il peut y avoir des hausses de frais de scolarité de manière abrupte, comme ça a été déclenché suite aux décisions, justement, du mois de décembre. Et nous, on veut éviter ça. On veut qu'il y ait une prévisibilité, au moins à court terme, sur un cycle de 3 ans, pour que les familles puissent avoir une visibilité budgétaire pour la scolarisation de leurs enfants à long terme dans le réseau. Et ça, c'est une mesure qui nous paraît importante pour envoyer un signal d'arrêter l'augmentation des frais de scolarité, de les lisser dans le temps en tout cas, et de permettre une meilleure prévisibilité pour les familles au niveau financier. Et ça va de pair aussi avec un raisonnement sur les bourses scolaires, où on souhaite qu'elles prennent plus en compte justement les familles moyennes pour vraiment évaluer les besoins réels des familles, pour que l'enveloppe soit pleinement utilisée déjà d'une part, et puis pour qu'on puisse vraiment aller aider les familles qui finalement sont entre deux, n'ont pas suffisamment de moyens pour mettre leurs enfants dans les établissements, mais ont trop pour pouvoir bénéficier des bourses. Donc finalement, ils se retrouvent dans une trappe où pour le coup, ils ont de réels besoins et ne sont pas pris en compte. D'autant que le modèle actuel repose de plus en plus sur les familles. Est-ce que on peut encore dire que c'est un service public au prix du privé, ou est-ce qu'on est en train de changer de philosophie au sein du réseau de l'AEFE pour aller vers une privatisation des lycées ? Là, clairement, oui, avec l'objectif CAP 2030, c'était une privatisation puisque, comme je vous l'ai dit, c'était quasiment exclusivement des établissements 100% privés, partenaires. Alors après, il y a aussi dans les partenaires d'ailleurs, il n'y a pas que du privé, hein, il y a aussi de l'associatif qui font pas de profit. Donc voilà, il faut plutôt valoriser ça. Il ne faut pas que ça soit un marché, parce que quand il y a un marché, on a tendance à vouloir justement augmenter les prix et faire du profit. On pense que l'éducation, ça n'est pas un marché, ça doit être quelque chose d'accessible, et donc c'est une vision différente. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'attractivité vraiment de notre réseau d'enseignement français à l'étranger, c'est son accessibilité. Je pense que c'est très important, que ce soit pour nos ressortissants, bien évidemment, mais pas exclusivement, parce que la force de notre réseau, c'est à peu près, il y en a 30% des familles françaises, 70% ce sont des ressortissants des pays ou de pays
autres, tiers, et c'est ce qui fait sa richesse, sa force, parce que ça forme aussi des personnes et ça participe à la coopération entre les différents pays dans le monde. Yann Chantrel, on ne peut pas parler éducation avec vous sans parler d'un autre rapport, celui de Samantha Cazebonne, qui a récemment été remis au Premier ministre sur l'avenir de l'AEFE, qui ne portait pas sur le même sujet que vous précisément. Quelle est votre opinion sur ce travail? Les recommandations de Samantha Cazebonne que nous avons reçues sur nos antennes convergent-elles avec les vôtres? Elles ne convergent pas surtout parce que je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'analyse comme on l'a fait sur l'objectif CAP 2030, par exemple, sur les 10 dernières années, de la politique qui a été menée au cours des dernières années, notamment budgétaire, au niveau des frais de scolarité, et comment on y répond au niveau budgétaire. Sur les pensions civiles, par exemple, je remarque qu'il n'y a pas de proposition pour ces prises en charge, alors que c'est la problématique principale, pour renforcer ce réseau et par rapport aussi à garantir aussi la qualité du réseau à travers notamment les enseignants détachés. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut partager, hein, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, sur le fait qu'il y ait des démarches de type des mesures, des propositions de type administrative, mais principalement des soucis d'économie, mais pas d'injection nouvelle, en tout cas au niveau des moyens financiers, et pas vraiment un recul par rapport à la politique qui a été menée pour pouvoir éventuellement l'ajuster, l'améliorer et changer la pente dans laquelle on est actuellement. Donc, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui manquait un petit peu, que nous, on apporte, c'est-à-dire que nous, on apporte justement de l'oxygène, un nouveau cap et de l'argent supplémentaire parce qu'il en a bien besoin pour ce réseau d'enseignement français à l'étranger. C'est ce que nous proposons. On propose notamment aussi, par rapport au personnel, de pouvoir mettre ce qu'on appelle le bornage qui est limité à 6 ans, de l'augmenter à 9 ans, de permettre justement d'avoir un peu plus de souplesse par rapport à certains dispositifs également. Je pense que ça va de soi et c'est quelque chose qui est attendu également par les personnels aussi, qu'on prenne soin des personnels qui soient recrutés locaux ou qui soient également des enseignants détachés directement du ministère. Autre point, et juste avant de conclure, un nouveau directeur général de l'AEFE a été nommé, Alexandre Mauroy, avec un profil plutôt financier. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que vous craignez une logique d'économie au détriment du projet éducatif? Alors après, non, pas forcément, parce que le directeur de l'AEFE, il fait avec ce qu'on lui donne finalement, hein. C'est une personne qui est là pour administrer, pour piloter effectivement l'agence, mais eux, ils sont dépendants des budgets que nous votons au Parlement, et donc c'est la responsabilité, elle est avant tout politique, hein. Ils ne mettent qu'en application une politique qui est décidée aussi bien au niveau du gouvernement que du Parlement à travers les budgets qu'on dote. Donc, il faut donner les moyens de la politique ambitieuse qu'on souhaite pour l'enseignement français à l'étranger. C'est ça qui me paraît vraiment fondamental. D'ailleurs, bien évidemment, je recevrai et rencontrerai dans les jours qui viennent, suite à la publication du rapport, pour lui remettre également et travailler ensemble avec le nouveau directeur de l'AEFE, bien évidemment, parce que l'idée, c'est de travailler de concert ensemble avec cet même objectif, justement, de renforcer notre réseau. Donc, on est là pour faciliter les choses, pour les améliorer, pas pour rendre les choses plus difficiles. Et c'est dans cet état d'esprit, en tout cas, que je travaillerai évidemment avec le nouveau directeur. Très bien. Pour terminer, Yann Chantrel, une question double. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que l'avenir de l'AEFE peut-il devenir un véritable sujet de campagne, selon vous? Et puis, deuxième volet de la question, personnellement, vous, est-ce que vous avez déjà fait votre choix pour cette présidentielle? Qui allez-vous soutenir? Alors, déjà, je pense qu'effectivement, ce sujet doit être central. C'est le cas notamment parce qu'il y a plusieurs rapports. Il y a le nôtre, il y a celui de Samantha Cazebonne que vous avez cité. Il y en a un autre de Karim Bencher qui va sortir dans les jours qui viennent également sur l'aspect budgétaire. Et je pense que c'est important dans le débat public de savoir qu'il n'y a pas forcément qu'une seule solution. C'est la démocratie, il y a une pluralité de possibilités, il y a différents choix politiques qui peuvent être décidés par rapport à ce réseau d'enseignants français de l'étranger, selon ce qu'on souhaite en faire. Et je pense qu'effectivement, le meilleur moment pour trancher ce sujet, qui est un sujet stratégique aussi pour notre pays, c'est justement l'élection présidentielle. Donc, j'aurais à cœur de porter ce sujet et de faire en sorte que justement il soit considéré, que nos compatriotes se mobilisent, parce qu'ils étaient très mobilisés d'ailleurs, notamment contre les hausses, qui les affectent directement. Et je pense qu'il faut aussi que nos concitoyens s'emparent de ce sujet et revendiquent à travers ça ce qu'ils souhaitent également pour l'avenir de ce réseau, pour justement le mettre au centre des campagnes présidentielles, puis toutes les campagnes qui suivront, aussi les élections, notamment législatives. Pour l'élection présidentielle, je pense que c'est encore un peu tôt, parce que nous-mêmes, on est dans des dispositifs de primaire, donc on ne connaît pas encore tous les candidats
à la candidature. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un rassemblement de la gauche. Je défends depuis le début la primaire, justement, avec nos collègues et également partenaires, que ce soit écologistes, mais aussi d'autres partis de gauche, pour qu'on puisse avoir un rassemblement le plus large possible de la gauche à ces élections. Je pense que c'est fondamental. Donc moi, je défendrai en tout cas les processus qui permettront d'avoir un débat de primaire devant tous les Français, qu'un maximum puisse y participer. Donc le plus large possible, ça veut dire avec LFI? Non, ça veut dire la gauche, non, parce que LFI a déjà son candidat et ne souhaite pas participer à la primaire. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, il y a plein d'autres partis qui souhaitent, eux, par contre, avoir une candidature de rassemblement large. Il y a les écologistes, j'ai cité, mais il y a également le parti L'Après, il y a le parti Debout, il y a un ensemble d'organisations. Et puis, honnêtement, une élection présidentielle, quand on avait fait le NFP, ce ne sont pas que les partis politiques. Il y a aussi la société civile organisée, militante, à travers les ONG, à travers les associations. Et je pense qu'elles doivent également participer à ce moment politique. Et ça, seule une primaire permet à cette société civile, militante et organisée de participer pleinement également au processus de désignation de l'élection présidentielle. Merci pour cette précision. Et d'ailleurs, merci pour cette interview, Yan Chantrel, puisqu'elle se termine là. Merci d'avoir été avec nous sur lesfrançais.press. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur notre site et toutes les plateformes d'écoute. Pour ne rien manquer de l'actualité des Français de l'étranger, abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. Merci Yan Chantrel. Merci à vous. Bonne journée. En direct du Sénat.